sujet, c'était de construire sa stack marketing. Bah, évidemment, enfin, les outils, c'est un sujet qui pèse plus ou moins lourd dans les budgets marketing, d'autant que bon, bah, y a tout le temps des innovations. Nous, au market, on est quand même assez friands de tout ce qui peut aussi nous faire gagner en efficacité et puis augmenter notre impact. Donc du coup, aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je suis du coup avec Magali Courcol, qui est CMO chez Caméléon, et du coup Amandine Chevalier, qui est CMO, elle, chez Adrénalide, et qui vont justement nous parler un retour un petit peu d'expérience sur leur stack. Bonjour mesdames, du coup vous êtes encore aussi des membres de la première heure du Café du Market, donc c'est trop cool de vous avoir aussi sur cet event. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots rapidement, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui veut commencer, Amandine, peut-être si tu veux. Vas-y, Amandine. Hello, hello. Oui, donc avec plaisir. Moi, je suis CMO donc chez Adrénalide depuis un peu plus de 3 ans. Adrénalide, c'est une plateforme de performance marketing qui est à destination des annonceurs, des agences et des médias. Avant ça, j'ai travaillé 10 ans en concession automobile pour une grande marque française. On va taire le nom pour pas que tu aies de problème si tu veux. Et encore avant, j'étais dans le B2B, dans une boîte qui faisait des automatismes pour le bâtiment. Donc en fait, en 15 ans, j'ai navigué entre B2B, B2C, re-B2B maintenant. Voilà. Et du coup, toi, Magali? Et Magali Courcol, donc CMO chez Caméléon, maintenant depuis 4 ans. Caméléon, c'est une solution d'expérimentation et d'A/B testing qui est destinée à la fois aux équipes marketing, en gros vous, et aussi aux équipes produits, voilà, pour optimiser l'expérience produit, tester avant de faire des releases, par exemple, sur votre site web, et puis tout simplement assurer des déploiements qui soient super sécures sur votre plateforme. Et puis, mon background professionnel, c'est pur B2B, marketing B2B. Je suis passée pas mal par des boîtes de conseils, toujours dans des secteurs assez niches, conseils sur l'optimisation de charges sociales, par exemple, et aussi du SaaS dans la prévention des risques professionnels. Voilà, avant Caméléon. Ok. Très cool. Et du coup, aujourd'hui, donc l'idée, c'est qu'on parle un peu stack et outils. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on aime bien toujours partager un petit peu les trucs qu'on aime en fonction des objectifs. Alors, parce que ça va aussi, conditionner un petit peu tout ce qu'on va dire après. La première question que j'ai, c'est déjà, vous êtes dans vos configurations, vous êtes combien en marketing? Et puis après, c'est si on prend un peu la taille de la stack, c'est quoi les outils et c'est quoi la part de budget market aussi que représentent du coup les outils chez vous? Pardon, vas-y. Ouais, je peux commencer. Vas-y. Ouais, vas-y. Alors, marketing, aujourd'hui, chez Caméléon, on est une douzaine, 12 personnes réparties sur différentes géographies. On est 5 en France, 3 en Allemagne et 4 aux US. Il y a quelques années encore, on était 7. Donc, ça a plutôt pas mal grossi ces dernières années. Et donc, résultat, aujourd'hui, on a au moins, j'en ai dénombré une vingtaine d'outils qu'utilise le marketing. Et ça représente à peu près 10% de notre budget. Grosso modo, si on exclut la part salariale, bien sûr. Voilà. Ok. Et du coup, toi, Amandine, ton contexte? Alors, moi, j'ai une quinzaine d'outils, pareil, recensés, parce qu'on en oublie sûrement un ou deux. Alors, si je regarde 2024 pour avoir une année pleine et qui est donc réelle en termes de dépenses, on était 3 au marketing et les outils représentaient 32% du budget. Cette année, la projection, sachant que je suis désormais seule avec un freelance, on sera à 19%. Alors, j'ai pas baissé drastiquement en fait le coût de mes outils, même si j'ai un peu baissé le coût, mais c'est surtout que j'ai négocié le budget à la hausse, c'est de l'autre côté. Ok. Sachant que moi, dans mon périmètre, je n'ai pas la partie design et product. Donc, c'est vraiment brand content, génération de leads. Mais design et product, c'est 2 pôles différents. Donc, ça impacte aussi un peu la stack. Ok. Ouais, toi, effectivement, Magali, cette partie-là, elle est dedans? Oui, c'est effectivement aussi bien sûr la lead gen, le brand, la brand, mais aussi pour le coup j'ai le design. Et c'est vrai que ça peut aussi faire grimper les coûts sur la stack. Oui, on va parler Voilà. outils. Tiens, tu vois déjà la première question, elle tombe là-dessus et puis on va rebondir derrière. Mais le coût du CRM, est-ce que c'est quelque chose qui est inclus du coup dans le budget market ou est-ce que c'est réparti market, sales, peut-être même entreprise globale? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos coûts? Super question. Et chez moi, la réponse est non. Ouf, parce que
Ça imputerait un peu le budget. Comme en fait, c'est un outil qui est utilisé aussi par les sales, du coup, c'est un outil et par les CSM, c'est un outil global et qui est pris en charge, dans un budget entreprise, global. Quand je suis Magali, arrivée ouais. chez Camelun il y a 4 ans, effectivement, c'était un budget marketing parce que HubSpot était. On est sur HubSpot. Hein. Bon, on va faire beaucoup de drop de marques, je Ouais, pense, on va dans lâcher des cette noms. tag. Donc Ouais. là, on va lâcher des noms. Mais en gros, HubSpot était exclusivement utilisé par l'équipe marketing. Et Ouais. les sales étaient sur Pipedrive. Et c'était un enfer. On était connecté avec Zapier. C'était hyper instable. Et donc, on a réconcilié le tout. Donc, de fait, avec la réconciliation des stacks, on a mis ça sur un budget global, quoi, un budget corporate. Ouais, ok, c'est ce que j'allais dire. Bon, de mon expérience, c'était un petit peu ça aussi, effectivement, Mm. vu qu'en plus, des fois, tu vas avoir aussi, pour peu qu'il y ait l'équipe support, enfin, toute la facture et tout dedans, c'est quand même un truc un peu transverse, quoi. Tout à fait. Ok, bah, donc on est un petit peu dans le contexte, on va continuer un petit peu à dresser un peu la big picture pour voir, parce que forcément ça impacte les outils qu'on utilise et puis les questions que je vais vous poser après. Mais avant qu'on rentre dans le détail des outils vraiment, c'est quoi du coup les principaux leviers d'acquisition que vous avez aujourd'hui l'une et l'autre? Et bon, du coup, derrière, on découlera forcément sur les outils que vous allez préférer, mais forcément, c'est des choses qui influent les choix. Amandine, du coup, c'est quoi qui drive aussi un peu le business chez toi? Alors, chez moi, le levier, numéro 1 et qui prend effectivement une bonne partie de mon budget, c'est le cold outreach, via email et via LinkedIn. Après, j'ai aussi d'autres leviers, hein, le SEO, le SIA. Je vais revenir, dans pas longtemps, sur du paid social. Et après, j'ai des leviers non digitaux comme, les salons, qui sont aussi un gros générateur, de leads en fonction des zones géographiques, mais qui du coup, prennent un budget hors, outil, quoi. Ok, donc levier. Tiens, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, enfin, en plus, où est la outreach dans les équipes market? Est-ce que c'est market, est-ce que c'est sales? Bon, c'est un autre sujet d'organisation, mais du coup, toi, effectivement, bon, forcément, ça va influencer ta stack. C'est chez toi et c'est un de tes principaux leviers d'acquisition. Exact, ouais. Ok. Et du coup, toi, Magali, Bah, de mon côté, juste pour le préciser avant, moi, j'ai qu'une partie de l'outreach. J'ai l'outreach vraiment social media, principalement, bien sûr, emailing, etc. Mais ok, sinon, tout ce qui est call calling, c'est vraiment une équipe SDR qui est pour le coup affiliée à nos sales. Voilà. Donc ok, ça aussi, ça influence pas mal la physionomie de ma stack et mes budgets. Et surtout aussi mes leviers d'acquisition. Donc mon premier levier, c'est bien sûr de l'inbound, ça va être beaucoup d'organique, on passe beaucoup par le contenu, de l'influence. Donc grosse stratégie de contenu chez Camelun. Bien sûr du SIA à ouais, fond. Et puis on va aussi avoir un autre levier, je te classerai en troisième catégorie, c'est tout ce qui est événementiel, effectivement, et partnership aussi. Beaucoup de sponsorship dans le cadre de partenariats qui sont vraiment des gros pourvoyeurs de leads bien qualifiés. ok. Voilà. D'accord. Bon, ça y est, voilà, on a posé le contexte. Je vois qu'il y en a qui veulent qu'on lâche des noms, donc on va y aller. J'allais dire, venons-en aux choses sérieuses. Si on devait faire table rase chez vous, tout recommencer, c'est quoi les outils indispensables par lesquels vous commencez pour construire un petit peu votre stack? Et puis, bah, du coup, forcément, ça va lancer les canaux d'acquisition. Mais du coup, c'est quoi vos indispensables, Amandine? Alors clairement, numéro 1, bien qu'on vienne de dire qu'il n'était pas dans mon budget, c'est le CRM. Vraiment, c'est, j'allais dire le nerf de la guerre, mais ça permet d'analyser la provenance des leads, la transformation en deal, ça permet d'aligner les équipes market et sales. Ça, c'est vraiment un incontournable. Nous, on est sur HubSpot aussi. Après, il en existe d'autres, hein. Magali, tu citais Pipedrive, il y a Salesforce. Il y en a plein. Et après, d'ailleurs, en fonction des budgets qu'on a et s'il y a déjà un CRM pour les sales, on peut très bien imaginer pour le market passer par des outils comme Pledzi, par exemple, qui permet d'avoir la brique market et sur des budgets qui ne sont pas ceux d'HubSpot, quoi. Donc ça peut être hyper intéressant si on n'a pas cette brique-là CRM complète, quoi. Ça, c'est mon numéro 1.
Magali, toi, c'est Bah, quoi? c'est exactement pareil. Moi, j'ai le HubSpot. Enfin, je veux dire, je vois pas comment on peut structurer. Enfin, tout se structure. Nous, on a bien sûr HubSpot, comme je l'expliquais, et ça a été un chantier essentiel de pouvoir réconcilier le funnel sales marketing. Ça paraissait hallucinant qu'on ne soit pas connecté. Donc, bien sûr, après, j'entends qu'il y a potentiellement des problématiques de coût. Hein, c'est pas des solutions qui sont cheap. Donc, ça nécessite un certain investissement, mais ça n'a pas été très, très difficile de convaincre la direction de rassembler ces outils parce qu'il y avait vraiment à la fois trop d'instabilité, pas assez de cohérence dans les échanges. Et puis, en fait, tout le monde en pâtissait. Les sales en pâtissaient parce qu'on avait des targeting, une segmentation qui était moins précise, moins d'infos aussi sur les comportements des prospects. Et puis nous, il y avait une galère absolue à pouvoir collecter les feedbacks des sales et aller bien cibler nos actions d'emailing notamment. Donc, HubSpot ou un CRM quelconque, moi, je le connais principalement HubSpot, ça paraît être essentiel dans une stack. Voilà. Ok. Après, les outils d'analyse, quoi. En second, si vraiment il y a très peu de moyens, j'irais sur le reporting, la data. Et ça, chez nous, on avait bien sûr GA4, on l'a toujours d'ailleurs, mais on a rencontré pas mal de difficultés au passage de GA4, de la difficulté à avoir de la clarté, notamment dans les tableaux de bord, de reporting, la difficulté aussi à mettre en place une segmentation fine ou de vraiment pouvoir faire des zooms sur les infos qui nous intéressent. Et donc, j'ai adopté en parallèle avec mon équipe Piwik Pro. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est une solution complètement gratuite, en tout cas jusqu'à un certain nombre de data. Et voilà, c'est open source, c'est hyper RGPD friendly. Et puis, vous pouvez aussi davantage comprendre d'où proviennent vos visiteurs. Donc, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça me permet d'avoir un niveau de granularité vachement plus fin sur la provenance des visiteurs parce qu'ils ont une solution de concept management qui est intégrée. Voilà. Donc, en plus, ça fait votre solution de concept management par la même occasion. Donc, maintenant, je fais tout mon reporting avec mes growth managers sur Piwik. Donc, Ok, là, donc c'est l'outil c'est. numéro 2 que Ouais. je conseille d'adopter si vous ne supportez plus GA4 comme moi. Un outil, donc numéro un, forcément, tu l'as dit, donc CRM, toutes les deux. Toi, du coup, Mm. numéro 2, Magali, tu as mis effectivement Analytics. Mm. Amandine, toi, du coup, numéro 2, tu partais sur quoi? Alors moi, numéro 2, de par la provenance de mes deals, hein, tout simplement, lead puis deal en fait, mais deal surtout, parce que c'est ce qui m'intéresse à la fin, Ouais. moi j'ai besoin d'outils pour la partie outreach. Et là, j'utilise Lemlist qui me permet d'envoyer à la fois des campagnes mail et LinkedIn. Je complète avec Full Enrich pour le sourcing. De manière objective, ça peut faire un peu doublon, mais c'est voilà, c'est histoire d'être sûr. Mais après, on pourrait se contenter d'un outil comme Casper, par exemple, pour le sourcing, qui est moins cher. Et sachant que les sales, parce que c'est un peu compliqué chez nous l'organisation, mais une partie du sourcing est chez les sales, et eux, ils sont sur SalesNav pour commencer leur sourcing. Donc moi, ce serait voilà, cette stack outreach parce que c'est un de mes gros leviers et c'est ce qui prend le plus gros de mon budget. Ok. Toi, l'outreach, effectivement, enfin, juste effectivement Ouais, là-dessus. Donc, tu as ouais, dit l'Emlist, Full Enrich Ouais, pour enrichir la donnée, ouais. potentiellement un Casper derrière, et puis SalesNav aussi, évidemment, pour aller construire les listes. C'est ça, le sourcing, quoi. Ouais, ouais, exactement. Alors le Casper, c'est même pas en plus, hein, c'est à part, j'allais dire, parce qu'une fois que tu as Full Enrich et Lemlist, en fait, les deux ont un agrégat d'outils. Ils utilisent plusieurs outils derrière pour le sourcing et c'est déjà pas mal en fait, hein. On commence, nous, chez nous, par Full Enrich. Bon, c'est discutable, mais on commence par Full Enrich et après, je complète avec de l'enrichissement sur Lemlist. Et en général, déjà, ça permet d'avoir un bon taux de complétion, quoi. Ok. Et du coup, comment. Alors, je vais revenir sur une question, forcément. Enfin, Magali, j'ai vu que tu avais. Sur laquelle tu avais noté, et du coup, sur laquelle vous allez pouvoir aussi toutes les deux rebondir, parce que le premier sujet, c'était CRM. C'est vrai que quand on parle CRM, il y a cette notion, c'est super important, c'est censé être la source de vérité. Il y a cette notion de qualité de données dans le CRM. Du coup, à la fois dans le nettoyage, peut-être, si on fait le lien avec le sujet d'avant, c'est une prise de poste, mais Aurore, elle a dit que c'était son premier sujet aussi, enfin que c'était un de ses premiers sujets, la qualité de la donnée et l'utilisation du CRM. Et puis après, il y a le maintien, la mise à jour aussi par les équipes marketing et commerciales et potentiellement support client. Euh, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous avez des tips un petit peu sur ces chantiers CRM, quoi?
Ouais, c'est un peu le mythe de Sisyphe pour moi, hein. C'est vraiment, c'est un chantier que tu peux mener une fois, mais en fait qu'il faudra mener en permanence. Je dirais, j'ai plus des. Selma, tu me demandais des tips. Je vais te donner mes humbles tips parce que je prétends pas pareil avoir la solution totale. On est en cours chez Camelon pour cleaner nos données. Je dirais. Il y a pas mal de choses. Donc déjà, il y a des outils qui font ça. Donc par exemple, je peux en donner un qui est Drop Contact, qui est à la fois une solution d'enrichissement de la donnée, mais aussi de clean. Donc là, on fait une grosse passe. On a plugué Drop Contact. Donc, on a fait des tests sur des petits des segments précis de notre database, et on a fait un gros clean de la base. Et ce qui est vraiment bien, c'est que Drop Contact va identifier l'ensemble des emails qui sont plus fonctionnels et va carrément les delete de ta base. Donc ça fait une grosse passe de clean qui est hyper intéressant. Et en parallèle, Drop Contact vient enrichir les contacts qui sont qualifiés comme bons. Donc ça, c'était la solution, j'allais dire facile, parce que elle est externe. Elle nécessite cependant un certain investissement. Donc ça, c'est la première chose. Si après, vous n'avez pas forcément le budget pour vous plugger à des solutions comme Drop Contact, je dirais qu'il y a des réflexes à adopter qui seraient, déjà, si vous avez un bon funnel marketing, si vous suivez bien l'ensemble des stages de votre lifecycle stage, à mon sens, il faut d'abord se concentrer sur ceux qui ont le plus de valeur. Donc, par exemple, dans le bottleneck, tu as tous les MQL. Aller te focaliser sur ces MQL et aller regarder la qualité des réactions de ces MQL, voir si ils sont je sais que HubSpot le permet, mais tu peux voir s'ils sont en bounce ou pas. Il y a pas mal de façons de cleaner ça en regardant ces propriétés-là, en voyant le taux de rebond. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes confronté à ça, mais il y a aussi des gens qui ne réagissent pas. Au bout de 12 mails, HubSpot, je crois, sort les contacts de tes marketing contacts, en fait, de façon... non, pardon, il ne sort pas des marketing contacts, il met un unengaged. Et donc, tu peux identifier assez facilement les contacts qui sont unengaged, qui ne réagissent pas à tes sollicitations. Et donc, c'est une bonne façon. Ce sont 2 indicateurs forts, je trouve, pour cleaner assez efficacement ta base. Voilà ce à quoi je pensais essentiellement. Donc, se concentrer sur le funnel et puis après remonter avec les leads et puis les subscribers de façon plus large. Mais c'est vrai que ça peut être un enfer, quoi. Entre les unengaged qui sont pourtant bien qualifiés, qui sont toujours en poste, et tu sais qu'ils existent et qui sont intéressants pour toi, et puis ceux qui bounce, mais qui sont en contact marketing. Donc, il y a vraiment un jeu assez fin et qui nécessite parfois juste de faire des exports et de pointer un par un, quoi. Donc, l'autre façon de faire, c'est aussi potentiellement... moi, je demande parfois aussi aux sales et aux SDR de nous aider, d'aller pointer, de nous dire, OK, là, on jette, là, on conserve, etc. Enfin, voilà. Ouais, j'allais dire, il y a à la fois les sujets d'outils, de mise à jour de la donnée, et puis après, il y a aussi peut-être la base de construire aussi proprement son CRM, parce que c'est vrai qu'on a envie parfois de mettre des champs dans tous les sens pour se dire, peut-être qu'on utilisera cette info ou pas et tout. Donc, il y a un sujet quand même d'alignement au niveau de l'entreprise aussi, d'identifier les bons champs dans le CRM. Est-ce que c'est des champs libres? Est-ce que c'est des champs normés aussi? Parce que ça évite aussi d'avoir je vais pas dire un gros mot, d'avoir des données peu qualitatives, ou alors en tout cas des orthographes un petit peu farfelues autour de ces sujets-là. Je pense qu'il y a ce sujet de process aussi, peut-être dans la construction des données qu'on a envie de recueillir, quoi. Bref, le sujet CRM, on pourrait... Non, mais ça peut être l'enfer, ouais. Je suis d'accord avec toi, Selma, c'est un sujet. Et puis en plus, il y a des fois, tu te rends compte que des gens qui étaient très chauds il y a un mois, finalement, tu voudrais les faire reculer dans le tunnel, mais c'est impossible. Donc, il faut trouver des stratégies pour les recycler proprement. C'est pas simple. C'est pas simple. Et je pense qu'il faut aussi renoncer à avoir un CRM complètement propre aussi. Il faut aussi se dire que c'est pas atteignable. Voilà. C'est aussi ça. C'est un travail en continu. De toute façon, il y aura toujours des données à nettoyer, effectivement. Et faut choisir ses batailles, quoi. Amandine, t'allais rebondir ou... Non, mais j'allais dire, moi, j'ai abandonné, entre guillemets. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, en fait, il y a eu des bases qui avaient été achetées il y a des années, qui ont été injectées dans le CRM. Donc, je vous laisse imaginer avec une partie de la data, pas tout. Enfin, bref, un bins pas possible, vraiment. Au début, je me suis dit, je vais tout nettoyer. Et en fait, j'ai arrêté. Je me suis dit qu'au fur et à mesure des sourcings qu'on faisait, des campagnes qu'on faisait, on allait remettre à jour, en fait, tous ces contacts en ajoutant de la data, enfin, après, selon ce qu'on a besoin, mais les secteurs d'activité
l'activité chez nous, la taille des sites internet, etc. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, on finit par remettre à jour. Alors, bien sûr que j'ai des choses qui sont pas à jour, mais de toute façon, c'est des gens que je ne cible pas plus. Donc, je me dis, tant pis. Et voilà, je crois qu'il faut accepter une part d'imperfection, ce qui n'est pas facile pour moi. Mais il faut accepter que c'est pas parfait. Voilà. C'est Et clair. que ce qui compte, c'est ce qu'on utilise au quotidien, que ce soit à peu près à jour, quoi. Ouais. Et Euh, oui, pardon Magali. Ouais, juste je vois Floriane qui me demande, enfin qui nous demande comment bien construire son propre CRM dès le départ. Alors, bon, quand tu es héritier d'une situation comme visiblement moi et Amandine, j'ai pas fait face, mais là j'y pense maintenant. Si je devais recommencer de zéro, bien sûr, la première chose que je ferais, c'est faire un beau lead scoring. C'est vraiment avoir un calcul bien propre, prévoir l'ensemble des situations. Et comme ça, tu es au moins sûr que tous les gens qui progressent dans ton tunnel, ils sont clean. Tous ceux qui rentrent dedans, en tout cas, sont bien qualifiés et sont bien niveau. Donc, soigner vraiment le lead scoring, ça me paraît essentiel. Et deuxièmement, bien penser aux data complémentaires qui vont te permettre de faire un nurturing propre. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, mon challenge, j'ai pas encore fini, loin de là, avec mes équipes, c'est de qualifier, par exemple, les champs industrie. Il y a des champs industrie automatiques, par exemple, dans HubSpot, qui sont clairement des champs qui t'intéressent. Et donc, ça peut être aussi des questions à poser. Est-ce que je mets l'industrie au niveau de la compagnie? Est-ce que je mets l'industrie au niveau du contact? Est-ce que ça a du sens de faire ça, etc. C'est des questions auxquelles je n'ai pas encore les réponses, parce que je suis en train de les traiter actuellement. Mais je serai vigilante à ce champ en particulier, le champ industrie et bien sûr le champ persona. Enfin, en tout cas, pour bien classifier le niveau décisionnaire de ton persona et aussi sa catégorie. Chez Caméléon, on a au moins 3 personas, marketing, produit, on a aussi data et engineer. Et bien poser ton CRM avec des champs qui sont à la fois en accord avec tes personas et les industries que tu adresses, ça me paraît être essentiel si tu veux bien démarrer ton CRM. Voilà. Ouais, et puis je rebondis sur ce que disait Antoine aussi, tu vois. Alors moi, je te rejoins, c'est quelque chose qui disait, lui, il met des alertes ping pour les contacts qui sont pas à jour. Ça, c'est Aurore, qui était sur la conférence d'avant aussi, on en avait parlé un coup dans la communauté. C'est quelque chose que j'avais fait aussi avec des clients, ou un dashboard avec les listes de contacts qui sont pas à jour, enfin sur lesquels il y a des informations qui sont pas remplies, qui doivent être qualifiées par rapport aux informations minimales qu'on est censé avoir sur un contact, avec les propriétaires. Associés, et du coup on avait mis en place ce genre de dashboard et puis un point mensuel avec les équipes avec voici les listes et les scores de chacun, quoi. Et du coup ça c'est aussi l'entretien un petit peu en équipe, quoi. Bon, après on pourrait passer la conférence là-dessus, mais l'idée c'est qu'on aborde aussi un petit peu les autres sujets. Donc on a dit numéro 1 CRM, toutes les deux vous êtes alignés. Magali, toi tu as parlé d'analytics, ensuite toi Amandine tu as parlé de ta stack Outreach. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez dans les indispensables par rapport aux besoins que vous avez, du coup? Ouais, moi sur la partie création d'articles et puis après suivi SEO. Alors moi j'utilise Urtext Guru et Rédiger sans migraine et Traduire sans migraine d'ailleurs par extension pour la trad. Mais on pourrait citer Weglot aussi d'ailleurs, ça me fait penser pour la trad que j'avais avant, qui est aussi un très bon outil. Sur la partie donc SEO, on pourrait aussi citer, ça me fait penser à SEMrush que j'ai eu pendant un long moment et que j'ai mis de côté, pas parce que c'est un mauvais outil, clairement, mais parce qu'en fait, dans une équipe restreinte, je sous-utilisais entre guillemets cet outil-là avec un coût derrière qui est quand même important. C'est pour ça que j'ai bifurqué sur du Urtext Guru, du Rédiger sans migraine et en parallèle Ubersuggest aussi pour avoir certaines data que j'ai pas forcément encore pour l'instant sur les autres outils. Et après, effectivement, je reviens à la brique un peu analyse. Et moi, j'ai Google Analytics et Hotjar qui me permettent de voir ce que les gens font exactement sur le site et voir où est-ce que j'ai des trous dans la raquette, quoi. Donc voilà, moi vraiment pour le SEO, c'est vraiment des quick wins. Enfin, le Your Tech Guru et Rédiger sans migraine encore plus, je dirais, c'est encore plus à l'essentiel. C'est vraiment le quick win. On suit les étapes. Je veux dire que même si on n'y comprend absolument rien au SEO, c'est très facile de sortir un article qui se positionne. Je touche du bois. Pour l'instant, à chaque fois, tout dans la SERP. Donc ça, c'est vraiment les outils indispensables. Et sur des budgets qui ne sont pas énormes, quoi. Dans les outils, donc non, c'est aussi pas mal bien sûr, de contenu. Comme je disais, c'est un gros pourvoyeur de leads. Donc bien sûr, je ne reparle pas de SEMrush, ça me paraît trop important, effectivement. Je pense qu'il faut l'avoir dans sa stack à partir d'un certain stade. Et j'utilise aussi, enfin, les équipes contenu utilisent aussi
One.fr, c'est une solution d'optimisation SEO qui est pas chère, qui est bien foutue. Je sais pas à quel point ça devient pas caduque avec ChatGPT, malheureusement. Donc là, je pense que j'allais vous dire meilleur outil SEO, c'est n'importe quel LLM, quoi, efficace. Nous, on a ouvert OpenAI pour toute la team et je pense qu'on gagne une productivité de taré sur l'ensemble de nos ressources, de nos articles. On peut optimiser directement le texte dans ChatGPT. Je pense que c'est pas mal. Limite, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, prenez un abonnement OpenAI. Je pense que, encore une fois, moi, c'est mon expérience chez Caméléon, mais vous pouvez très bien trouver d'autres LLM qui fonctionnent aussi bien. J'allais dire aussi, dans ma stack essentielle, il y a aussi des outils de gestion, mais peut-être parce qu'aussi, moi, j'ai une équipe de 12 personnes, donc il faut vraiment pouvoir coordination de projet, donc c'est une configuration un peu différente d'Amandine. Mais du coup, des gros utilisateurs de Notion pour pouvoir vraiment référencer tout notre travail, documenter, etc. Et je suis une récente convertie à Asana. Je n'avais avant pas de... Je fais une petite mention à Julien s'il m'écoute, mais j'ai découvert Asana et je pense qu'on ne peut plus trop s'en passer aujourd'hui, surtout sur des projets transversaux, internationaux. Ça paraît complètement indispensable d'avoir des outils de planification de projets. Ça permet de mettre des idées au clair dans le chaos de l'ensemble des tâches qui nous incombent. Voilà. Donc, la stack essentielle, je dirais. Ok, ouais, donc gestion de projet derrière, outils de gestion de projet, forcément, bon, d'autant plus par rapport à l'équipe. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des configurations différentes, mine de rien, les points de vue sont différents, et puis on voit que la bonne stack, elle est très dépendante du contexte aussi, du coup. On va commencer, tu as commencé à parler un petit peu d'IA, effectivement, avec OpenAI, quoi. Et toi, Amandine, du coup, il y a des choses sur lesquelles tu voulais compléter, parce que du coup, CRM, Outreach, tu as parlé du coup de sujets SEO. Ouais. Après, moi, j'ai le NPS qui est chez moi. Et pour le NPS, moi, j'utilise Survicat pour les questionnaires. Voilà. J'ai oublié un élément, je ne sais pas à quel point, je serais intéressée de savoir si c'est vraiment du luxe ou pas, mais nous, on a Figma. Et ça fait aussi partie. Après, j'ai le design, j'ai le brand design et le website dans mon giron, mais ça me paraît juste essentiel aussi. On s'en sert énormément. Toutes nos équipes contenu bossent sur Figma et nos équipes design aussi. Mais en fait, on a vachement démocratisé l'usage de Figma, par exemple, sur tout ce qui est la production d'assets. On peut automatiser un certain nombre d'assets grâce à Figma. Donc, ça donne vachement d'indépendance à nos équipes contenu qui peuvent lancer des webinars, des blogs, etc., sans sursolliciter nos designers. Voilà, c'est trop cool. Ouais, un c'est Figma, génial. même un Canva, si on est un peu moins pointu sur les outils design et tout, c'est sûr que ça aide pas mal, quoi. Ok, donc si je récapitule un petit peu, donc dans les indispensables, on a dit CRM, vous avez parlé aussi d'analytics, quand même, que ce soit sur GA4 ou sur des choses un peu plus poussées. Tu as parlé de Piwik, Magali, toi je sais qu'Amandine, tu parlais aussi de Jar ou des choses comme ça sur ce qui se passe sur le site internet. SEO, gestion de projet, outreach, et du coup potentiellement un petit peu de design et d'IA avec ChatGPT. Donc ça, c'était un peu la base, on va dire, un petit peu selon vos contextes, en tout cas vos cas d'usage perso. A contrario, si on veut pousser un peu le sujet, budget illimité, open bar, carte blanche, c'est quoi votre stack de rêve? Qu'est-ce que vous racontez du coup? Qu'est-ce que vous rajoutez, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu dire dans les indispensables? Magali, si tu veux commencer. Alors déjà, je me suis dit, parce que je sais que c'est un sujet qui est encore un peu nébuleux, mais moi j'adorais. Alors pour le coup, je vous demande à vous qui m'écoutez, moi je voudrais vraiment avoir une solution qui me permet de suivre mon ranking et le nombre de mentions de ma boîte sur les LLM, quoi. Donc ça, j'ai pas trouvé la solution miracle encore, mais si vous l'avez, moi je veux bien un petit coup de pouce. Je sais que ça commence à émerger, mais on sait aussi que c'est hyper nébuleux. Chaque LLM a son fonctionnement, a son niveau de ranking, etc. Et on sait qu'il faut aussi préparer dès maintenant parce que c'est pareil, c'est une conversation qu'on a eu dans la communauté du Café du Market. Aujourd'hui, je pense que j'ai moins de 2% de mon trafic qui vient des LLM. Mais bon, comme on passe beaucoup de temps sur nos LLM, on sait très bien que c'est des choses qui vont
progressivement péricliter, donc je voudrais qu'on soit prêt. Voilà, donc je teste, si j'avais un budget limité, je testerais plusieurs solutions qui existent sur le marché pour voir leur efficacité. Et puis, je me pluguerai aussi à d'autres bonnes database quali pour faire de l'enregistrement de données. On est en train de tester Apollo, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc ça, notamment pour des go-to-market où tu es un peu à sec sur ta database, je pense que ça peut être vraiment, vraiment cool. Merci. Oui, LLM, pardon, c'est tout l'ensemble des ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et compagnie. C'est les moteurs de recherche IA, on va dire, certaines phases. Génération, ouais. Voilà, génération. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'avais rajouté dans mes petites notes? Ah oui, et puis aussi, si j'avais vraiment un budget limité, je prendrais toutes les petites briques IA qui se rajoutent à tous nos outils favoris. C'est con, hein, mais par exemple, sur Notion, sur Slack, il y a plein de petits outils IA qui sont hyper des plugins ou des add-ons qui sont assez intéressants sur Slack, par exemple. Je ne sais pas si vous retrouvez aussi avec des parfois voilà, Slack, c'est un outil général, c'est pas du tout lié au marketing, mais des énormes conversations avec des débats, etc. Et je sais qu'il y a des plugins IA qui te permettent de résumer qui pense quoi et faire des synthèses. Et ça peut être super utile. En tout cas, moi, ça m'est hyper utile en ce moment. Voilà, c'est les idées que j'avais si j'avais vraiment de la thune à claquer comme ça. Voilà. Et du coup, Amandine, toi, comment est-ce que tu crames des billets si c'est Moi, je rajoute un peu de personnes dans l'équipe déjà, pour être sûr de bien utiliser les outils. Non, mais moi, je rajouterais SEMrush parce que c'est ce que je disais, je l'avais avant et c'est un super outil, c'est juste que je l'utilisais pas bien, pas assez, à Ahref. Et je reviendrai à Cision, que j'ai abandonné, qui était un outil pour la gestion des RP. Cision, très très bon outil, pareil, j'ai rien à leur reprocher. J'ai arrêté par manque d'utilisation, il faut quand même faire des communiqués de presse assez fréquemment, sinon ça n'a pas de sens. Mais super outil, donc je reviendrai là-dessus pour essayer de booster un peu tout ce qui est notoriété et par ricochet, le référencement LLM justement. Donc ça, c'est vraiment une envie que j'ai, j'espère l'année prochaine. Voilà, après, tout ce qui est ChatGPT, c'est déjà inclus. Enfin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ChatGPT, je l'utilise déjà. J'ai Nuta pour la prise de notes pendant mes réunions. Pareil, ça me fait un compte rendu, c'est nickel, j'ai plus rien à faire, entre guillemets. Donc voilà, ce serait plus des outils SEO en plus et puis Cision pour l'IRP. Ok, très cool. C'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de questions autour des outils IA. Oui, c'est ce que j'essaye de suivre. Là, ça fait bouillir le chat, mais parce que tu vois, on nous questionne effectivement sur Jasper ou des choses comme ça. Donc Jasper, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui est autour de la création de contenu, rédactionnelle essentiellement. C'est vrai qu'il y a plein de choses sous les outils IA. Il y en a qui sortent toutes les 2 semaines et puis après, ChatGPT fait une mise à jour et puis en fait, c'est intégré dedans et donc ça fait péter un peu tout le marché. C'est vrai qu'il y a pas mal de FOMO autour de ces sujets-là, donc on va en parler cet après-midi. Je pense que mine de rien, la base, comme tu l'as dit un petit peu Magali, ça reste quand même aussi d'intégrer, la base, non, mais c'est au moins de s'intéresser dans un premier temps au LLM de base, quand même, ChatGPT, Perplexity, Gemini, potentiellement Claude, des choses comme ça, même si ça commence déjà à être un petit peu plus spécialisé dans l'usage. Et après, effectivement, soit il y a des briques qui viennent s'intégrer aux outils qu'on a au quotidien, soit il y a des outils vraiment spécifiques par rapport au cas d'usage. Mais il faut se méfier aussi un peu du FOMO, de vouloir aller prendre des outils un peu partout qui, au final, parce que bon, des outils qui dorment dans les stacks marketing, il y en a pas mal. D'ailleurs, peut-être déjà, si on reprend, si chacun faisait un plan de tous les outils qu'on a avec les dates de renouvellement des abonnements et puis l'utilisation réelle, on ferait peut-être déjà un peu de nettoyage. Je sais pas vous, mais... complètement. Ouais, carrément. C'est clair. Il y a de toute façon, en plus, là, je pense qu'on traverse une période qui est assez exceptionnelle en termes d'outils. Bon, il y a une question, on va en parler juste après sur l'IA, mais il y a une fébrilité intégrale sur le marché sur toutes les fonctionnalités IA, et il y a quand même des échecs. Je ne vais pas faire trop de name dropping, mais si, je vous partage une expérience pareille. J'étais hyper emballée. J'avais besoin d'un outil de wireframe pour designer des pages de site web de façon efficace et rapide, et surtout pouvoir mettre un certain nombre de personnes dessus qui ne sont pas forcément des designers pour pouvoir structurer des nouvelles pages web. Et donc, hyper emballée, je vais sur Relium.
qui est super, un super marketing, Relium. Je vais vous mettre le nom après dans le chat. Et Relium te permet, tu fais un petit brief, hop, tu mets ton prompt, et puis ça te propose tout de suite un wireframe que après tu peux modifier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, à partir du wireframe, tu peux générer, et je dis ça peut-être pour les marques qui ont peut-être moins de moyens côté brand, mais après, il peut carrément te créer une brand et te brander ton site web. Tu n'as plus qu'à intégrer après avec des développeurs. Donc, c'est extrêmement puissant sur l'annonce. Et donc, je m'en suis servie. Puis, en fait, j'ai un peu déchanté parce qu'au-delà même si la gamme de wireframe est assez large, j'ai déchanté parce qu'en fait, il y avait plein de petites choses que je ne pouvais plus modifier, que je ne pouvais pas modifier. Donc, en fait, ça m'en limitait l'usage. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me désabonner. Et donc, résultat, j'ai été attirée par une feature IA hyper puissante et je vais turner bientôt. Donc, c'est un feedback. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Relium qui m'entend ici, mais c'est un feedback pour dire, voilà, il y a un effet déceptif qui est évident et il faut se méfier un peu de ça, de l'attrait de la fonctionnalité déceptive. Voilà. Ouais. C'est vrai que de toute façon, tu le vois d'ailleurs sur les courbes de croissance des logiciels IA qui t'annoncent des croissances folles. Ouais. Et puis en fait, parce que c'est dans les 2-3 premiers mois, et puis en fait, tu te rends compte que derrière, il y a des churns qui sont tout aussi importants. Et du coup, en fait, cette courbe de croissance, c'est pas qu'elle veut pas dire grand chose, mais il faudra prendre effectivement le taux d'abonnement un an après pour voir où ça en est, quoi. Exactement. Ouais. Amandine, tu voulais rebondir sur ce sujet un peu IA? Non, pareil, en fait, c'est ce que je disais, hein, moi j'ai ChatGPT, de toute façon, voilà, Nuta pour la prise de notes. Et effectivement, après, il faut de toute façon, je crois, s'y mettre, je crois qu'on s'y est tous mis. Mais il y a quand même aussi des déceptions, je rejoins un peu Magali. Des fois, on a pas mal d'outils qui nous vendent une brique IA, on se dit super, ça va être génial. Bon, en fait, c'est un peu déceptif et on n'aurait pas forcément fait moins bien sans. Donc voilà, mais il faut tester, je crois que le fin mot, entre guillemets, mais pour tout, en fait, hein, c'est qu'il faut tester, il faut essayer. Ce qui me convient à moi, d'ailleurs, vous conviendra peut-être pas à vous. Voilà, et je pense qu'il faut vraiment tester et puis changer d'outil au besoin, quoi. Ouais, et pas paniquer aussi. Ouais. Et moi, il y a des fonctionnalités que j'attends vachement sur des CRM. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner parce qu'on n'a pas arrêté de parler de HubSpot, mais il y a aussi probablement parmi nous des boîtes qui ont peut-être un peu moins de ressources à mettre dans un CRM. Il y a aussi Pleddy qui est super, moi, que j'ai pu expérimenter dans une boîte un peu plus petite et qui est un très bon CRM que je recommande chaudement. Et que ce soit dans Pleddy ou dans HubSpot, moi, il y a des fonctionnalités IA que j'attends énormément. Typiquement, on parlait tout à l'heure avec Selma du cleaning de la database. Je suis sûre que l'IA pourrait faire de la magie là-dessus, nous permettre de synthétiser avec des reportings vachement plus poussés sur la qualité de la data, premièrement, et puis aussi sur la capacité à segmenter. Là, aujourd'hui, il y a quand même, quand tu veux créer une segmentation, tu as tout un nombre de filtres à créer, il faut que tu penses à toutes les propriétés, etc. Je suis sûre que dans quelques mois, j'espère rapidement, on va avoir de l'IA qui va venir nous aider à faire ça vachement plus rapidement. Ouais, il y a Benoît qui nous dit effectivement ça. Benoît, je pense que c'est Benoît qui nous dit du coup ça. Mais, voilà. non, mais ça c'est sûr. Et c'est en pour tout ça cas, qu'aussi. C'est sur ma wishlist, quoi. Là, c'est là où l'IA serait vachement utile pour moi dans un CRM, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer aussi en prenant des abonnements à droite et à gauche sur tous les outils. C'est que dans l'absolu, déjà pousser un peu les cas d'usage qui nous servent, je pense, sur des chats GPT, encore une fois, sur des IA un peu basiques. Et après, les outils qu'on a au quotidien vont certainement bientôt l'intégrer pour améliorer certaines fonctionnalités qui vont améliorer nos process sans qu'on ait besoin de partir dans tous les sens et de vouloir en ajouter pour en ajouter, quoi. Donc voilà, sur ce sujet-là, effectivement, je vois qu'il y a Audrey qui nous relance sur le sujet de la stack essentielle. Si on devait lancer un SaaS, tu vois, Bootstrap, stack essentielle, mais si les trois, c'est ce que vous aviez dit un petit peu tout à l'heure, quoi. Si on y revient, c'était peut-être, si je dois synthétiser, CRM. Analytics. Et puis, c'est ça. Amandine, toi, tu rajoutais l'outreach. Et toi, Magali, c'était peut-être plus autour du SEO, du contenu. Oui, ouais, c'est un peu difficile de choisir. Enfin, 3, c'est vraiment très peu. Ouais, 3, ça fait peu. Non, mais bien sûr, il y a le SEO, il y a un peu d'outreach aussi. Nous, on utilise, par exemple, j'ai oublié de le mentionner, mais on utilise aussi la grosse machine qui est super pour pouvoir faire de l'outreach, qui est vraiment top. Mais qu'on utilise plus par campagne, c'est pas forcément un rythme méga régulier. Ouais.
Ok, très cool. Et j'allais dire, donc on a parlé un petit peu de ce sujet IA. Au final, si on devait un peu synthétiser ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, si vous aviez un dernier conseil pour justement essayer de gérer un peu efficacement sa stat, piloter les coûts, parce que finalement, mettre des briques, c'est bien, mais à la fin, il faut surveiller le portefeuille. Vous voudriez mettre quoi en avant du coup par rapport à ça? Vas-y, Amandine. Vas-y, Magali. Bon, Vas-y. alors, mon premier conseil, et je vais reprendre quelque chose qui a été dit dans la précédente conférence, mais j'ai vraiment pensé en me disant, mais en fait, un super conseil, c'est déjà aller voir des gens qui ont déjà utilisé cet outil. Et donc, je ne vais pas faire trop de pub pour le café du market, mais vraiment, souvent, dans cette communauté, avant de prendre un outil, on va dire, hey, vous connaissez ça, et quelles sont les meilleures alternatives à tel et tel outil. Et honnêtement, c'est hyper efficace de pouvoir collecter les feedbacks en direct de personnes qui ont un usage rompu de certain nombre de ça, c'est hyper utile. Donc, prise de ref avec des utilisateurs, c'est vraiment top au sein d'une communauté. Ça permet d'éviter de faire des mauvais investissements. Donc, je dirais un bon conseil pour bien choisir sa stack et donc pas se tromper. Et aussi essayer en mensuel. Par exemple, je vous ai raconté mon expérience avec Raylium. Je suis contente de ne pas avoir pris un plan annuel tout de suite. J'ai pris mon petit plan mensuel et puis voilà, si je suis un peu déçue, je peux m'en libérer facilement. Je pense aussi que ce qui me permet de bien piloter la stack, c'est la gestion des coûts. Je ne sais pas comment budgétairement vous bossez avec vos DAF, mais moi, je sais que j'ai un point trimestriel très rigoureux. On suit vraiment l'utilisation. On fait ligne par ligne l'ensemble des outils. Ça nous permet de vraiment pas oublier un quelconque outil et donc de s'assurer que la location budgétaire est pertinente. Voilà. Donc, c'est trois tips. Il y en a sans doute bien d'autres. Okay. Et je tiens à dire que je n'ai payé personne pour dire que l'aspect échange entre pairs était intéressant. Non, bien sûr. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un bon investissement de rejoindre le café du market. Voilà. Merci Magali. Elle te demandera un chèque après. Ouais, voilà, on en parlera. On s'arrangera après. Pas de souci. Il y a déjà Aurore qui l'a glissé autour d'avant, donc voilà. Ça va me coûter cher cette journée. Ouais, du coup, Amandine, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, alors moi, effectivement, prendre des avis de pairs, ça c'est top. Mais je dirais qu'après, il faut essayer. Il y a souvent des versions d'évaluation où effectivement, on peut faire pendant 14 jours gratuits, par exemple. Enfin bref, il faut vraiment tester par soi-même parce qu'il faut accrocher. Moi, je sais qu'il y a des outils où j'accroche pas du tout, j'ai du mal et c'est rien contre l'outil, quoi. C'est juste moi et l'utilisation que j'ai et la manière dont je réfléchis. Donc, je pense qu'il faut vraiment tester et surtout rester les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sortent, j'allais dire tous les jours, en tout cas très régulièrement. Et il ne faut pas hésiter à challenger une offre qu'on a, un produit qu'on a, par d'autres produits qui pourraient sortir, qui permettraient peut-être de combler les mêmes besoins avec des coûts moindres. Et un dernier tips, moi je dirais, en termes de coûts, attention parce que souvent on rajoute un outil, puis un outil, puis un outil, etc. Et quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, l'outil B qu'on a rajouté après A, il a des features qui se sont développées qui va finalement permettre d'éliminer A. Donc voilà, vérifier qu'on se sert bien de toutes les features et qu'on n'a pas des outils inutiles, quoi. Ou alors surdimensionner. Ça aussi, moi, ça m'arrive régulièrement. On part sur un abonnement de tant de crédits par mois, puis 3 mois après, on s'aperçoit qu'on n'utilise pas autant. Ne pas hésiter à baisser son abonnement ou inversement à monter. Mais en tout cas, voilà, rester vraiment vigilant sur le challenging de ce qu'on a choisi, quoi. Ouais. C'est ce que disait un peu Magali, ouais, piloter les coûts et du coup aussi Ouais, le faire de façon régulière, quoi. un bon DAF qui te pressurise, c'est souvent un bon pilotage des coûts. Et j'ai aussi, là, c'est une autre technique qui est peut-être un peu moins sympa, mais de temps en temps, j'imagine que dans vos équipes aussi, vous avez peut-être des demandes qui remontent d'outils. Et moi, sur certains outils sur lesquels je ne suis pas forcément convaincue, parfois je dis OK, why not, c'est une bonne idée, et j'attends. Et j'attends de voir si la demande revient pour voir si le besoin est vraiment prégnant ou pas. Et si je sens que la personne en face, elle est vraiment convaincue et qu'elle est capable de me délivrer la valeur, parce que je suis bien sûr, moi, pas une experte de tous ces outils, j'attends un peu aussi d'être convaincue par un POC, quoi, un POC de l'outil, tout simplement. Donc ça fait partie des techniques pour pouvoir bien
choisir les bons outils, quoi. Ok. Mm. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux.